Alors, juste pour introduire la session de maintenant, quand on avait réfléchi au modèle organisationnel, on s'est dit que certainement qu'un des freins à toutes les bonnes pratiques, à toutes les bonnes actions, c'est de penser des organisations en silos. Et si on cloisonne trop les actions, qui plus est quand elles sont transversales, du coup, on n'est pas dans quelque chose de très satisfaisant. Donc la bonne idée, c'était de promouvoir les actions de décloisonnement qui vont justement tailler en brèche les silos. Et on a décidé dans le programme de donner une visibilité à l'une de ces actions de décloisonnement entre un service de formation à distance, un service de formation continue, décloisonnement avec 2 universités impliquées dans le même projet, tout un tas de bonnes pratiques qu'on va observer dans cette session sur le projet Attest-Toodle, dont je précise que c'est un projet soutenu dans le cadre d'un AMI de la MIPNES et du ministère. Donc je donne la parole à Audrey, et puis après Didier et Guillaume. Merci. Donc bonjour, Audrey Sauvêtre, directrice du service formation continue de Le Mans Université et référent en tout cas métier sur ce projet qui a été porté par l'université de Caen et du Mans. Bonjour, Didier Cadieux. Donc moi je suis administrateur Moodle. Donc Moodle, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une plateforme d'e-learning, donc c'est un outil open source. Et je suis développeur aussi, et je suis entre guillemets le chef de projet Attest-Toodle local sur le site de Caen. Bonjour, moi c'est Guillaume Girard, donc moi je suis le développeur principal du projet Attest-Toodle. Et contrairement à ce que dit Didier, c'est un très bon chef de projet. Donc sur la présentation, on va être assez rapide sur les objectifs généraux du projet, puisque pour la plupart d'entre vous, ça fait quand même quelques temps qu'on présente aussi ce projet, et sans doute que certains le connaissent, mais on va essayer de le mettre en perspective par rapport à ce qui a été dit ce matin, et surtout notre actualité forte au niveau de la formation professionnelle, la réforme, et en quoi ce projet va pouvoir ou non s'inscrire, en tout cas quelle réflexion il devrait y avoir autour de cela. Et puis après une présentation de la version bêta-test d'Attest-Toodle par Didier et Guillaume, le rétro-planning avec les modes de diffusion du projet, et puis des réponses à vos questions. Donc ce projet est principalement est venu d'une idée lorsque nous, à l'Université du Mans, on a voulu totalement mettre à distance le DAU. Le DAU qui, chez nous, est financé par la région, mais sous forme d'appel à projet. Donc on a exactement les mêmes exigences par la région sur chaque heure que celles d'un organisme privé, qui répond aussi à ces appels à projets sur les compétences clés de manière générale. Donc avec des fortes exigences de ce financeur. Et puis c'est vrai que l'Université du Mans, depuis 2003, a une forte expertise et beaucoup de diplômes développés en enseignement à distance, plus 80 dispositifs aujourd'hui en enseignement à distance, et avec presque 50% de stagiaires en formation continue, dont la plupart financés. Et la nécessité de pouvoir automatiser un peu toutes ces attestations et les preuves demandées et exigées par les financeurs. Donc, à partir de ce projet, Nicolas Postec, qui est le directeur du pôle des ressources numériques chez nous et aussi vice-président numérique, ainsi que Pierre, ont porté ce projet autour de l'AMI numérique, et nous avons remporté cette AMI. Donc l'objectif est vraiment de trouver une solution flexible et semi-automatique capable de fournir l'ensemble des preuves que nos financeurs exigent dans le cadre des suivis de formation à distance. Mais nous verrons qu'en avançant dans le projet, ce projet a une ambition bien plus forte en termes de qualité de la formation et de scénarisation pédagogique. Donc, je ne reviens pas sur le décret de la loi qui permet depuis le 5 mars 2014 et le décret d'application de pouvoir faire une formation en partie ou tout à distance, avec des éléments pour faire preuve de l'assiduité, donc les états de présence émargés. Mais pour l'enseignement à distance, également tout ce qui va être relatif à l'accompagnement et assistance par le dispensateur de formation. Donc,
comme cette formation depuis la loi, mais ça a été maintenu dans le projet de loi de 2018, sur le tout ou en partie à distance, on le verra après. Donc là-dessus, on est serein. On va même aller plus loin dans la possibilité d'innovation pédagogique et de développement de l'enseignement à distance. Mais en tout cas, jusqu'ici, les exigences étaient de pouvoir rendre compte de la nature des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé pour les réaliser, de pouvoir avoir les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques liées aux séquences de formation ouvertes et à distance, et puis aussi de définir les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire. Donc pour revenir sur les partenaires du projet, donc les porteurs, comme je l'ai dit, l'Université du Mans et l'Université de Caen, on a eu des soutiens forts du projet par le ministère, évidemment, par le réseau FCU aussi dès le moment du dépôt, par la FIED et puis par la DGEFP qui voyait dans ce projet un moyen aussi de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des OPCA sur leurs exigences par rapport à ces éléments de preuve. Nous avons eu pas mal de groupes de travail avec l'ensemble des acteurs professionnels de la formation continue qui ont été mobilisés dès un premier hackathon. Et puis la DGEFP encore qui nous a suivis, ainsi que la région Pays de la Loire. Donc, comme principe de base, nous avons défini ce projet autour du jalon. On définit un jalon comme étant une étape clé dans un parcours de formation. Pour répondre aux exigences que je vous ai citées avant qui étaient dans la loi, il va falloir pouvoir valider ces étapes, soit par des rendus de devoirs, soit par des estimations d'un travail d'apprentissage préalable. Donc on fait alors correspondre un jalon à un certain nombre d'heures d'apprentissage qui nous permet derrière de dire que la formation a été suivie ou les objectifs ont été atteints. Donc pour vous faire un schéma synthétique du process du suivi d'un stagiaire aujourd'hui, donc nous avons toujours encore le protocole individuel de formation, ça j'ai pas vu encore de choses là-dessus dans la réforme, avec les objectifs, la durée et toutes les exigences à écrire de ce que je vous ai présenté au préalable. Donc on doit faire une proposition formalisée de l'action de formation. Et la nécessité du coup derrière, et on verra comment aussi Attest2Dol permet d'augmenter la qualité de nos formations en enseignement à distance, la nécessité d'avoir un scénario pédagogique qui permettra d'implémenter derrière une plateforme, donc Attest2Dol, pour valider de la réalisation des parcours et éditer de manière semi-automatique les attestations pour justifier de l'action et se faire financer l'action de formation. Donc, j'ai essayé de voir sur le projet de la réforme de la formation professionnelle quels pouvaient être les impacts et les enjeux. Donc, on a une nouvelle définition de l'action de formation où on est sur un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. On a la réaffirmation qu'elles peuvent être réalisées tout ou partie à distance. On a aussi une nouvelle donne dans l'action de formation qui peuvent être réalisées tout ou partie en situation de travail. Le projet de la réforme de la formation professionnelle aussi a un impact très fort sur les OPCA, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, à partir de 2021, pour la collecte de la cotisation de formation, ce seront les URSSAF qui les remplaceront. La Caisse des dépôts s'occupera du financement du CPF à partir de 2020. Et puis, les OPCOM, enfin, les OPCA qui seront transformés en OPCOM, financeront l'alternance, donc contrat de pro CF, enfin, apprentissage et contrat de pro, et puis le plan de formation des TPE et PME. Donc du coup, avec tous ces nouveaux collecteurs financeurs, quelles seront leurs exigences en matière d'attestation de suivi de formation? Est-ce que cela sera réintégré dans leur projet qualité? Là, ce sont des questions sur lesquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais qui va avoir un impact sur le développement après d'Attest2Dol, c'est certain. Donc je laisse la parole maintenant, parce que le plus important, c'est de voir à quoi ressemble ce projet quasiment fini, à Didier et à Guillaume. On bascule. Comment on sort de ce machin-là? Je suis pas habitué au Mac.
Voilà. Donc, on va vous présenter un certain nombre de diapos qui vont montrer un peu l'état d'avancement et puis un certain nombre de copies d'écran du logiciel. Donc voilà le menu. Donc on va commencer par une introduction, on va vous présenter en gros comment, enfin on ne va pas rentrer dans les détails techniques, hein, là c'est pas l'objectif, mais c'est de vous montrer un aperçu du logiciel et puis de l'état dans lequel il est. Donc on va commencer par vous faire une introduction sur Attest-Doodle. Ensuite on regardera deux concepts qu'on a donc créés ou qui se sont imposés à nous au moment où on a fait le projet. Donc le concept de formation et le concept de jalon que Audrey a déjà un peu introduit tout à l'heure. Ensuite, on ira voir dans Attest-Doodle comment se présentent les temps qu'on pourrait créditer à des étudiants grâce à l'outil. Ensuite, on ira sur la génération des attestations en elles-mêmes, donc les documents PDF qu'on pourra produire auprès des financeurs. Et puis, on terminera naturellement par une conclusion. Voilà. Donc, je vais commencer par les fonctionnalités de l'outil, telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, premier point, Attest-Doodle, alors il porte son nom Attest-Doodle, on s'est un peu inspiré de Moodle. Donc, Moodle, comme je le disais tout à l'heure, c'est un LMS, donc une plateforme d'e-learning. Donc, Attest-Doodle, il existe pour l'instant comme un plugin de ce LMS Moodle. Voilà. Donc, il permet de sélectionner des catégories de cours pour les déclarer comme étant des parcours de formation. On reviendra dessus tout à l'heure. Il permet de sélectionner des activités dans les espaces de cours pour en faire ce qu'on a appelé tout à l'heure des jalons. Il permet de définir des équivalences horaires pour chacun de ces jalons, parce que l'idée derrière, c'est d'attribuer un temps à chaque jalon. On verra tout à l'heure que en fait, le temps qu'on attribue sur des jalons, ce n'est pas le temps que l'étudiant a effectivement passé à la réalisation de telle ou telle activité, mais le concept de jalon, il a une approche un peu forfaitaire où on décide a priori quel est le temps qu'on estime pour telle et telle activité, et après chaque étudiant se voit crédité de ce temps théorique. Qu'il y ait passé plus de temps ou moins de temps, c'est toujours ce temps un peu forfaitaire qui va lui être attribué. Donc parmi les fonctionnalités, il y a aussi l'édition des attestations et puis la sortie en lot d'attestations pour avoir quelque chose aussi qui nous permette d'avoir une approche un peu massive. Donc en termes d'avancement, il est en cours de test sur les deux universités qui sont porteuses initialement, donc Caen et Le Mans. L'expérimentation bêta qui pourrait se faire sur d'autres établissements, elle n'est pas encore démarrée, mais ça va venir. Et puis, le travail n'est pas terminé. Hein. Là, actuellement, on est en train de travailler plutôt sur les performances de l'outil et puis, par exemple, sur la personnalisation des attestations. L'installation du plugin, pour les gens qui connaissent Moodle, c'est quelque chose qui se fait comme n'importe quel plugin Moodle. Hein. Donc là, on est sur une approche standard, donc je ne vais pas la détailler. Je vais laisser la main à Guillaume qui va vous présenter les copies d'écran. Donc là, c'est... Moi, je prends celui-là. Merci. Donc là, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu Moodle, ça, c'est une page de catégorie de cours. Alors, on ne l'a pas encore détaillé, mais donc le but d'une formation, on va vous l'expliquer un peu plus tout à l'heure, c'est donc un ensemble de cours. Et ce concept-là de formation, il n'existe pas dans Moodle, mais par contre, on a des catégories de cours qui, elles, agrègent un certain nombre de cours. Donc du coup, c'est de ce point d'entrée-là qu'on va arriver. Donc là, on a une catégorie de cours et on a ajouté, donc vous voyez dans le menu déroulant, on a ajouté une entrée Attest-Doodle avec un très beau graphisme qui permet d'accéder au plugin. Donc là, je te laisse continuer sur le... Donc ce concept de formation, comme disait Guillaume, le paradoxe, c'est que dans Moodle, on peut gérer des espaces de cours, on peut gérer des catégories de cours pour classer ces espaces de cours entre eux. Ces différentes catégories peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Par contre, le concept même de parcours de formation, qui est une succession où ça peut se faire en parallèle de différents espaces de cours que l'étudiant a à sa disposition, ce concept-là, il n'existe pas nativement dans Moodle. Donc, une des premières choses qu'on a été obligé de faire dans le projet Attest-Doodle, c'est de créer ce concept de formation, de parcours de formation, pour agréger l'activité qui peut se produire dans les différents espaces de cours correspondant au parcours auquel va être exposé l'étudiant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans d'autres plugins jusqu'à présent. Donc en pratique, ce concept, on le matérialise en choisissant une catégorie dans la modélisation arborescente de toutes les catégories de cours. On choisit une catégorie et on la déclare comme étant représentative du parcours de formation. Et après, on va tout faire par rapport à tous les espaces de cours qui sont dans la catégorie en question.
C'est comme ça qu'on matérialise le concept de formation dans Attest Moodle. Donc là, c'est l'écran sur lequel on arrive une fois qu'on a cliqué sur Attest Moodle depuis la catégorie. Donc au début, il est très simple. Donc si on arrive et que ce n'est pas encore une formation, on a simplement une case à cocher pour dire bah voilà, je veux que cette catégorie soit considérée comme une formation. Donc c'est un bouton de retour à la catégorie pour la navigation. Et donc une fois qu'on a validé, qu'on a enregistré, donc voilà, ça nous dit que la catégorie a bien été considérée comme une formation Attest Moodle. Et donc on a accès à de nouvelles fonctionnalités en fait, qui permettent d'aller un peu plus loin dans les fonctionnalités du plugin. Donc c'est ce que vous voyez là sur la droite. Ça se lit bien, ouais. Donc il y a deux choses principales. Donc le rapport global de la formation, qui va venir un petit peu plus tard dans la présentation, et le concept de gérer les jalons. Donc c'est qu'une fois qu'on a cette catégorie, on va pouvoir aller sur un formulaire qu'on va voir un petit peu après, où on va pouvoir déclarer donc toutes les activités qu'on va considérer être des jalons. Et le rapport global de la formation, ça va être en fait une liste. Donc là, c'est au cours de l'année, quand les élèves vont avoir commencé à valider certaines activités. On va pouvoir avoir un récapitulatif du temps total qui leur a été crédité. Donc c'est ça, ce rapport global de la formation. La gestion des jalons, en fait, c'est plutôt l'administration de la formation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gestion des jalons, c'est plutôt quelque chose qu'on va faire en amont. Ça s'adresse plutôt aux responsables des parcours pour aller définir dans la formation quelles vont être les activités qu'on va devoir considérer comme étant des jalons. Donc on est plutôt dans la partie préparation de l'espace de cours en amont dans l'année. Alors que la partie rapport global, on est plutôt dans la surveillance, le suivi, où là on va plutôt voir comment ça vit, quelles sont les heures qui ont été créditées à quel étudiant et ce genre de choses. On est plutôt sur du reporting. Alors ce concept de jalon, justement, Audrey parlait tout à l'heure de l'hackathon, donc c'est une réunion où il y avait y compris des financeurs et puis un peu toutes les parties. Et on s'est pas mal interrogé sur quels critères, sur la base de quoi on pouvait attester qu'un étudiant en e-learning avait effectivement produit un effort de formation. Et on est tous arrivés à la conclusion que de se baser sur les temps de connexion, c'était illusoire et pas du tout pertinent. Donc on a été à la recherche d'autres choses et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le concept de jalon. Donc le concept de jalon, c'est de dire on ne va pas regarder toute l'activité de l'étudiant, mais on va regarder certaines étapes clés dont on va décider que pour les réaliser, il faut avoir fait un certain nombre d'actions préalables. Et en fait, ces activités, c'est un peu les activités stratégiques qui peuvent témoigner du fait que l'étudiant a bien fait l'effort. Et donc est né ce concept de jalon. Concrètement, dans Attest Moodle, un jalon, c'est quoi? C'est une activité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Moodle, dans un espace de cours Moodle, on propose à l'étudiant un certain nombre d'activités. Ça peut être des quiz, ça peut être des diaporamas, ça peut être... Bon, il y a une multitude de choses. Donc là, on va décider quelles sont les activités qui ont justement ce caractère stratégique. Et donc, pour ces activités-là, combien d'heures on va pouvoir attribuer pour la réalisation de telle ou telle activité. Ça ne veut pas dire que le fait de réaliser l'activité en question vaut autant d'heures, ça veut dire que pour être capable de réaliser cette activité-là, on considère qu'il a fallu faire tant d'heures de formation, y compris sur les autres activités qui, elles, ne sont pas forcément sanctionnées immédiatement. Voilà. Et donc, pour terminer, donc, c'est des activités, mais c'est des activités qui bénéficient d'une fonctionnalité native dans Moodle qui s'appelle l'achèvement d'activité. C'est-à-dire la capacité à voir, sur la base de critères qui varient selon les activités, si l'étudiant a fait ou non l'activité en question. Donc ça peut être l'obtention d'une note, ça peut être l'obtention d'une note minimale, ça peut être pour certaines activités juste le fait d'ouvrir. Après, à charge pour les gens qui sont responsables de formation, de choisir des activités qui présentent une certaine pertinence, quoi. Et donc là, on a l'écran auquel on accède quand on clique sur gérer les jalons. Donc là, en fait, donc il y a beaucoup de choses. Hein, mais donc en haut, ce qu'on a, c'est donc le nom de la formation ici, donc DAEU, avec le total d'heures qu'on a déjà validé. Donc là, c'est un exemple où on a déjà fait le travail de scénario pédagogique en amont et où on a déjà rempli un certain nombre d'heures. Et donc là, les 112 heures, c'est le nombre total d'heures cumulées sur toutes les activités qui sont dans cette formation. Le nombre d'heures qui peuvent être validées par l'étudiant. Oui, voilà, c'est le nombre d'heures maximum que peut valider un étudiant à la fin de sa formation s'il a fait toutes les activités. Voilà, donc c'est théoriquement, on est censé tout faire, je crois, c'est ça.
Donc là, ce que vous voyez, là, le DAU chimie, 33 heures, DAU SVT, 48 heures, en fait, ça, ce sont des cours qu'il y a dans la formation, donc que l'on peut dérouler pour afficher toutes les activités de ces cours-là. Donc là, ce que vous voyez, les 1, 2, 3, donc c'était pour mettre en avant les différents types d'activités qu'on peut avoir. Donc là, on a forum, étiquette. Donc une activité Moodle, c'est un sens très large, hein. On parle de modules, donc voilà, ça peut être un forum. Une étiquette, c'est simplement une ligne de texte ou l'ouverture de fichiers. Donc il y a certaines activités qui vont être plus pertinentes que d'autres, comme on disait tout à l'heure. C'est notamment les devoirs ou les quiz. Donc là, pour l'exemple, j'en ai mis un sur l'ouverture simplement d'un fichier. Donc si l'étudiant ouvre le fichier, il va être crédité de 20 minutes. Et donc une fois voilà, qu'on a fait tout ce travail-là, on va avoir le total et on va pouvoir suivre l'activité des étudiants pendant la formation. Oui, parce que typiquement, par exemple, un dépôt de devoir, pour déposer un devoir, ça suppose avoir fait tout un travail préalable. Donc ça, c'est le type d'activité qui est un bon candidat jalon, quoi. Alors justement, sur les temps crédités. Donc là, justement, donc là, c'est la page, donc c'est le rapport global dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois qu'on a, donc là, on a mis un exemple au bout d'un certain temps dans la formation. Donc ce que vous avez, donc là vous avez en haut le bouton pour pouvoir gérer les jalons si vous voulez y retourner. Le bandeau gris, ça permet de filtrer dans une période définie. Donc là c'est des formats de date, année, mois, jour, qui permettent en fait de filtrer. Typiquement une attestation, ça va être sur un temps donné, par exemple un mois. Donc le mois de janvier, on va pouvoir sélectionner du 1er janvier au 31 janvier. Donc là c'est pas le cas, c'est sur l'année 2018 complète. Mais une fois qu'on a fait ce filtrage, donc le tableau qui est en dessous va récapituler tous les apprenants qu'il y a dans la formation avec tout leur temps jalon validé sur la période qu'on a filtré en haut. Oui, et donc les deux boutons qu'il y a aussi en haut, ça permet donc de générer toutes les attestations filtrées avec cette période qui est définie. Donc d'une part, on génère les attestations qui vont créer des fichiers PDF qui vont être stockés sur le serveur. Et ensuite, on va pouvoir télécharger ces fichiers PDF. Donc, c'est deux actions bien distinctes. Et puis, on va revenir sur les attestations dans le détail après sur un seul étudiant. Voilà, après, sur chaque étudiant, on peut voir un détail un peu plus approfondi sur toutes les activités jalons qu'il a réalisées, et pas seulement un total. Donc justement là on a le détail, donc c'est un tableau assez simple, donc on retrouve le petit filtre qu'il y avait au début, donc pareil avec une date de début et une date de fin qui permettent de filtrer les activités qu'on va voir en dessous. Donc on a le nom de la formation et en dessous la liste précise de chacun des jalons que l'étudiant a validé, avec le temps total que ça lui a accrédité, quand est-ce qu'il l'a validé, le type qu'on retrouve ici, donc là on a bien des devoirs. Et donc sur cette page, on va pouvoir générer une attestation unique pour l'étudiant. Encore une fois qu'on a généré ce fichier PDF qui va être stocké sur le serveur, on va pouvoir éventuellement le télécharger après. Voilà. Donc en fait, il y a deux modes d'accès aux attestations format PDF. Soit on les génère individuellement, ou soit on les génère en masse pour toute la formation. Alors quelques cas particuliers qu'on a essayé de prendre, enfin qu'on n'a pas essayé, qu'on a pris en compte dans la TestDoodle, on ne va pas être réducteur. Donc on peut partir du constat que certains étudiants peuvent suivre plusieurs parcours à la fois. Alors c'est pas monnaie courante, mais ça peut arriver. Par exemple des prérequis, enfin je vous passe les détails. Donc ça on l'a pris en compte. On peut aussi avoir des étudiants qui ne font qu'une partie du parcours standard, parce que pour X raisons. Donc à TestDoodle, au moment où il génère l'attestation, il ne regarde pas les espaces de cours sur la base du parcours standard. Il va regarder les espaces de cours sur la base de ce à quoi l'étudiant est inscrit. Ça veut dire que s'il y a des particularités de parcours, TestDoodle va les prendre en compte. Donc on ne va pas évaluer sur la même quantité d'espaces de cours d'un étudiant à l'autre s'ils ne sont pas inscrits aux mêmes choses. Donc j'entendais parler dans les présentations avant d'individualisation. Là, on est sur ce volet-là. Voilà. Et TestDoodle permet, donc, pour répondre au premier point, quand il y a plusieurs parcours de formation, TestDoodle, si par exemple l'étudiant suit 2 parcours, TestDoodle va générer 2 attestations, une par parcours.
Donc il y a un certain nombre d'informations présentes sur les attestations. Bon, ce n'est pas la peine que je détaille, hein, vous imaginez les choses standards, le nom, le nombre d'heures, etc. Et puis on le fait sur une période sélectionnée. Génération par lot, quand dire, on sort ça au format zip, donc c'est une archive qu'on peut télécharger. Et puis on a tous les apprenants d'une formation, voilà. Et donc là, c'est l'exemple d'un fichier PDF, donc c'est une attestation avec donc les différentes informations que Didier n'a pas détaillées. Donc là, on a la période qui correspond à l'attestation qu'on a éditée, les informations génériques avec le nom du stagiaire, le nom de la formation et le total d'heures validées sur la période sélectionnée. Un récapitulatif, donc là, toutes les activités sont agrégées par cours. Donc là, typiquement sur l'attestation que j'ai générée pour la ligne DAU-SVT, il y a 2 activités qui ont été validées, donc une de 5 heures et une de 5h20, je crois. Et donc c'est agrégé pour faire un total par cours. Donc c'est pour éviter d'avoir potentiellement une liste à rallonge qui ne rentre pas dans le PDF ou qui soit un peu imbuvable. Voilà, donc c'est un exemple basique. Donc, comme on disait, on est en train de travailler sur la personnalisation des attestations, donc potentiellement ajouter un logo pour de l'organisme de formation, ajouter plus ou moins des informations, les déplacer, etc. Donc là, c'est l'exemple de base. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour 2 questions. Alors, s'il vous plaît, en donnant votre nom à chaque fois, s'il vous plaît. Pour les questions, vous pensez bien donc à donner votre nom. Et puis, pour ceux qui ont une question à poser qu'on n'a pas le temps de prendre, vous pouvez les poser sur le hashtag FTLV5. Juste avant donc, de donner la parole à la question, je voudrais juste amener une toute petite remarque de mise en perspective par rapport à ce qu'on a entendu avant. L'analyse qualité, c'est ce qu'on a entendu avant la pause, doit donner du sens à notre action. Et bien ici, je pense qu'on en a aussi un bel exemple, parce que l'attestation est un des éléments de l'analyse qualité, mais on voit bien que pour faire l'attestation avec Attest2Doll, il faut avoir des jalons. Pour avoir des jalons, il faut une scénarisation pédagogique. La scénarisation pédagogique, c'est une façon d'accompagner l'étudiant dans son parcours. Et donc on voit bien qu'en se posant la question de l'attestation, on pointe sur quelque chose qui, pour le coup, est un élément qui donne du sens, mais ça, on le savait peut-être avant dans le domaine du e-learning. Le e-learning, ce n'est pas mettre des ressources en ligne. C'est organiser un accompagnement d'un parcours d'étudiant avec une scénarisation pédagogique. Et il n'y a que si on le fait comme ça, qu'après, on peut avoir des attestations qui en découlent. Alors, la question. Oui, bonjour. Michel Dispagne, Université de Guyane. Donc, simplement, c'est au niveau de l'accompagnement, bien sûr. J'ai apprécié effectivement cette présentation. Je pense que ce sont des choses à transférer dans d'autres universités. Concernant l'implication, comment vous arrivez à part le fait que comment dire, l'apprenant, il a des activités à faire, mais comment vous arrivez à apprécier finalement son implication? Je peux éventuellement... En fait, c'est ce qu'essayait d'expliquer Didier. Le but, en fait, c'est de trouver une activité, donc un devoir, où on considère que s'il a fait le devoir, qu'il l'a rendu, on considère qu'il a dû travailler avant et donc passer un certain temps. Et c'est ce temps-là, en fait, potentiellement, il n'a absolument rien fait, il a juste rendu le devoir, mais il est censé l'avoir fait et s'il veut avoir son diplôme à la fin. Donc, ce qu'on disait, c'est que nous, on ne va pas attester des connaissances, on va attester d'un temps passé. Et donc, simplement parce que je pensais, en tout cas dans mon université, il y a des profils de publics assez divers et des publics en grande difficulté. Donc je me posais la question, effectivement, sur la vérification des compétences obtenues. Là, l'objet, c'est d'attester d'un effort de formation. Après, la réussite et la compréhension, etc., c'est sanctionné par les évaluations. Après, là, on n'est pas sur une mécanique d'évaluation, on est sur une mécanique... c'est le pendant électronique de, comment dire, des signatures de l'émargement en présentiel, ce dont on parle. Donc là, c'est pareil, quoi. Oui, donc Vincent D'Almeida du CNAM. Le CPF ne permet pas, dans la plupart du temps, de financer des grosses formations, compris qui contiennent plusieurs modules. Alors, vous avez fait ce choix-là. Ensuite, ça veut dire que si vous
comment dire, vous n'annualisez pas les espaces Moodle, il faut tout recréer chaque année, refaire les catégories de tout, les refaire chaque année, puisque sinon, la catégorie, c'est un ensemble d'unités d'enseignement dans Moodle, et donc il faut à chaque fois les redéfinir, si vous les changez. Et dernier truc, le projet de loi, à ma connaissance, il ne fait plus référence à des heures. Et alors pourquoi le faire, quoi, voilà. Voilà, sur le projet de loi, enfin, c'est pas forcément des heures, mais c'est sur. Et là, on n'est pas que sur des heures, on est sur une estimation, une traduction en temps horaire, puisque jusqu'ici, le financement de la formation se fait comme celui-ci. Mais derrière, toute l'ingénierie de formation qui fait preuve de la qualité de la formation suivie, du temps de travail associé et du coup de l'effort produit pour atteindre l'objectif de formation qui est, comme quand on rend un devoir, derrière il y a eu nécessairement un apprentissage. Donc on est vraiment sur ce domaine-là. Pour l'instant, malgré tout, les financeurs sont encore sur la notion horaire. On ne va pas encore donner les évaluations, les devoirs aux financeurs pour justifier du fait qu'il y ait eu une action de formation qui a été réalisée. Donc on est encore dans cette traduction-là. Après, sur le CPF, de toute façon, le CPF peut financer partie de formation et modules. On l'a d'ailleurs sur des tas de dispositifs. Et donc, sur le CPF, même en coût, quand il va être transformé en argent, de la même manière, on va être sur une estimation globale d'une partie de parcours et qui pourra se faire sur plusieurs années. Voilà, les jalons, du coup, sont... Il y a un deuxième volet dans la question. Il y avait un volet, si j'ai bien compris dans votre question, sur la partie annualisation, etc. En fait, là, ça n'impacte pas l'offre de formation. Si on définit que pour une année, les activités qui sont pertinentes dans un parcours, c'est telle activité, l'activité 1, l'activité 12 ou l'activité 24, l'année d'après, ça sera toujours la 1, la 12 à 24 si le parcours il n'a pas changé. Ce qui va changer d'une année à l'autre, c'est l'activité des étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant sera sur ce parcours-là une année, il ne sera plus là sur l'année d'après. Donc, tous les ans, il faudra réinitialiser le reporting sur les étudiants. Par contre, la définition des jalons, sauf à ce que le parcours soit remodélisé ou reconceptualisé, normalement, d'une année à l'autre, il n'y a pas plus de raison que ça qu'il change. S'il change, on pourra le modifier, mais on n'est pas obligé chaque année de le refaire. La première fois, c'est coûteux, parce qu'il faut, en temps, parce qu'il faut effectivement définir quelles sont les activités stratégiques. Ça, c'est une diapo que je voulais présenter après, malheureusement, on n'a pas eu le temps. J'insiste là-dessus parce que ça, c'est quand même un point important. Quelles sont les contraintes pour mettre en œuvre Attest-Doodle? Qu'est-ce qui fait qu'un parcours est attestable du point de vue d'Attest-Doodle? Il faut qu'on soit capable de choisir des jalons avec une scénarisation dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse imaginer à quel moment les jalons dans l'année vont être validés dans un parcours nominal, pour essayer d'éviter d'avoir des mois à zéro et puis des mois avec des heures qui est complètement aberrantes. Donc ça, c'est la première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est d'avoir des activités sur lesquelles il y a bien des achèvements d'activités pour que derrière, on ait quelque chose de pertinent. Alors, une dernière micro-question. Dernière question pour Anne Aubert. Merci. Donc là, il y a la problématique effectivement de trouver des justificatifs pour des heures réalisées, mais par rapport au cadre du DAU, donc les 225 heures minimum à réaliser, là j'ai vu que vous avez 112 heures, donc comment est-ce que vous faites la péréquation? Et j'imagine que selon les matières, c'est pas la même chose aussi? En fait, on définit, alors nous, sur le DAU, on a 60 heures sur les deux matières principales et 54 heures sur les deux modules optionnels. Donc là, c'était un exemple où il y avait sur deux modules qui était un peu fictif, mais évidemment qu'on définit les jalons pour que le parcours complet d'un module soit à 64 heures. À 60 heures, enfin, ou 54. Oui, l'équivalent de... C'est-à-dire que... Et du coup, c'est une vraie réingénierie pédagogique et de formation qui permet de réinterroger aussi et d'aller plus loin dans la qualité de la formation dispensée pour les enseignants. Puisque derrière, voilà, il faut juger de l'atteinte de l'objectif global du parcours et sur le temps défini. Donc c'est un vrai travail qui a permis d'ailleurs de faire avancer, nous, puisqu'on a pris en bêta-test le DAU au niveau de l'Université du Mans, de vraiment passer un cap en termes de qualité de la formation encore.
C'est pour ça qu'on a tenu à faire apparaître les totaux sur l'interface graphique à TestOodle. Parce que ça permet un pilotage, justement, une calibration de la pose des jalons, puisqu'on a en direct le total, ce qu'on n'avait pas dans certains outils précédents. Merci beaucoup à tous les trois. Bravo. Alors, on vous propose, on va terminer la matinée avec une séance de 8 pitchs de 180 secondes. C'est très à la mode de faire tout en 180 secondes. Alors, la FTLV en 180 secondes. Alors pourquoi quand on a organisé cette journée, on est parti d'une réflexion en disant c'est bien, on organise la 5e rencontre de la FTLV en 2 ans. On a un peu plus de 2 ans, c'est la 5e. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est bien installé dans le paysage, qui est bien suivi. Mais au final, si on est à la 5e, qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et la première? Et est-ce que finalement la transformation qu'on appelle de nos voeux, elle est actuellement en train de se faire? Et on s'est dit que pour répondre à ça, on allait essayer de lancer une opération de mise en valeur des actions de décloisonnement, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc on a appelé ça valorisation. Et on a recueilli plusieurs sollicitations, plusieurs propositions qu'on a un petit peu dû filtrer pour aujourd'hui vous en proposer 8 sous la forme de pitch, sachant que ces 8 pitchs d'actions de décloisonnement pour la FTLV, vous les retrouverez dans les 3 ateliers qui seront organisés dans l'après-midi avec un peu plus de détails, un peu plus d'interaction et de questionnement, et sur les 3 thématiques d'ateliers sur lesquelles il va falloir vous inscrire. Il y a des panneaux qui sont dans l'entrée pour cela. Oui, donc les pitchs qui vont vous être présentés sont proposés là par thématique. Donc, pour rappel, vous avez un atelier 1 qui sera l'accompagnement numérique de la VAE, qui sera animé par Anne Aubert et Éric Tanguy. Un deuxième atelier de la connaissance à la compétence qui sera animé par Thierry Sprier et Éric Castex. Et décloisonner la gouvernance, qui est l'atelier 3, qui sera animé par Pierre Bust et moi-même. Donc je vais demander aux personnes qui font leur pitch de venir me rejoindre. On va commencer par l'accompagnement numérique de la VAE. Et donc, j'appelle l'Université de Rouen, Sandrine, pour 180 secondes. C'est parti. Très bien. Donc, le projet VAE numérique est un projet sur initiative de l'Université de Rouen-Normandie qui souhaite développer une application web fonctionnelle, documentée et accompagnée, dédiée à la validation des acquis de l'expérience. Au sein de notre université, la validation des acquis est actuellement réalisée de manière artisanale, très peu instrumentée, ce qui engendre un temps conséquent de traitement et une certaine complexité dans la gestion des parcours des candidats. Il nous a donc semblé opportun de concevoir un environnement numérique spécifique dédié à la VAE, accessible à tous, avec une ergonomie et une interactivité facilitatrice pour les différents acteurs concernés. Avec ce projet, nous poursuivons plusieurs objectifs. Tout d'abord, répondre à un besoin en interne de gestion des dossiers VAE du point de vue administratif et pédagogique. Ensuite, assister et accompagner le parcours du candidat, quel que soit le type de VAE poursuivi, qu'elle soit individuelle, collective ou mixte, c'est-à-dire une VAE partielle complétée par des modules de formation en parallèle. Enfin, mettre à disposition de la communauté une application gérant l'intégralité du processus, car notre enquête auprès des universités du réseau FCU fait état de préoccupations et manquements similaires aux nôtres. Cette application est envisagée donc comme une solution web, avec des interconnexions possibles au système d'information de l'université pour produire des interfaces numériques ou papier, afin de faciliter la saisie et la consultation des différentes données, qu'elles soient administratives, pédagogiques, financières, mais aussi statistiques. Elle fédérera l'intégralité du processus VAE du candidat jusqu'au jury final, avec un accès dématérialisé à son dossier pour l'ensemble des acteurs concernés et autorisés. La gestion des droits d'accès aux données sera fonction des profils utilisateurs recensés, le candidat bien sûr, mais aussi le référent VAE,
le responsable pédagogique, l'accompagnateur, les membres du jury ou encore le personnel en charge de la partie administrative. Des tableaux de bord par profil permettront à ces différents acteurs de consulter facilement l'état d'avancement des dossiers et d'en extraire les informations essentielles. L'application générera des notifications et des rappels automatiques quant au délai à respecter et pourrait attribuer des badges par étape aux candidats. Mais surtout, cet environnement doit lui permettre de se positionner, de mieux visualiser l'intégralité du processus qui l'attend, voire d'entrer dans une démarche réflexive accompagnée. Le projet est en phase de démarrage du développement informatique pour lequel un programmeur vient d'être recruté dans notre équipe. Nous espérons que cet environnement web numérique de gestion de la VAE apportera une amélioration qualitative dans le suivi des candidats en termes de traçabilité, de temps de traitement, de visibilité pédagogique, mais aussi quantitative dans l'optique d'une augmentation du nombre de dossiers traités. Je vous remercie. Le Mans. À nouveau. Donc, je remercie beaucoup Eric Bidet, donc l'enseignant-chercheur porteur du dispositif, et Olivier Bonnet de la MGEN de ne pas être là, ce qui est dommage, mais ils présentent le projet au niveau à Bruxelles aujourd'hui. Donc, on pense à eux. Donc c'est parti, 180 secondes. Donc ce projet est un projet entre l'Université du Mans et la MGEN. Donc c'est 35 jours de formation qualifiante sur 2 ans avec de la VAE intégrée. Donc une formation avant l'entrée en VAE sur le dispositif dans un parcours interne de formation de la MGEN, puis une formation post-jury VAE. Donc l'objectif est de développer les compétences en management de l'ESS pour les nouveaux délégués de la MGEN, à peu près 25 à 30 par an. C'est de valoriser leur parcours professionnel et leur parcours de militants pour obtenir une certification de niveau 1 et sécuriser leur parcours après leur engagement en tant que délégué. Dispositif innovant, on est sur une individualisation totale des parcours en multimodal avec 2 plateformes en ligne, donc une pour optimiser le déploiement de la VAE au niveau national et un accompagnement à distance, et l'autre pour organiser la formation post-jury VAE avec une pédagogie inversée et une évaluation à distance. Donc aujourd'hui, 89% des candidats passent en jury VAE 5 mois après la recevabilité de leur dossier, ce qui est une réussite. 74% des candidats à la VAE est partielle et ils suivent 1 à 3 unités de formation. Et on est aujourd'hui à 100% de réussite sur 2 ans et demi de parcours. Donc voilà, on est sur des cohortes de 20 à 25 stagiaires et on intègre la 3e cohorte en septembre. À présent, l'Institut national universitaire Champollion. Merci. Donc ce sera une histoire courte qui concerne un accompagnement méthodologique hybride qui allie accompagnement à distance et regroupement. Je vais vous présenter la partie à distance. Il s'agit d'un espace et d'un outil pour accompagner les candidats VAE en amont de 2 ateliers collectifs en présentiel. Il est hébergé sur la plateforme Moodle de l'établissement avec un accès restreint et authentification. Ce projet résulte du constat suivant: hétérogénéité multiple des candidats à plusieurs niveaux, temporalité individuelle, profil, certification visée, avancement du projet et nature de la stratégie. Pourquoi ? Favoriser la réflexion en amont du présentiel et la maturation des questions, proposer un apprentissage mobile, le quand je veux, où je veux, avec amplitude horaire plus importante et plus souple, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou éloignées géographiquement, et permettre une fluidité des entrées des candidats dans le processus VAE tout au long de l'année. L'histoire a été réalisée par le SCUIOIP de Champollion, la formation continue et la DSI qui ont mutualisé leurs compétences et croisé leurs regards. Le scénario a été écrit il y a 2 ans et aujourd'hui, il y a 30 protagonistes qui en ont bénéficié. Comment ? Sur la plateforme, en préambule, il y a la présentation du contexte, les objectifs, la méthode et le cadre.
On sait que la démarche VAE a un caractère solitaire et individuel, grâce par exemple à l'usage de présentations détaillées de chacun. Pour faire connaissance, le candidat sort de son isolement. Ensuite, via des forums et des blogs, l'échange au sein de cette communauté est facilité. N'est-ce pas que le collectif est le meilleur incitateur à l'apprentissage? L'utilisation de glossaires de QCM favorise l'assimilation des méthodes et des contenus. Cela permet également à chacun de partager ou tester ses connaissances. L'accompagnateur complète et modère. Il est proposé aussi des espaces bilatéraux, confidentiels entre l'accompagnateur et le candidat. Des méthodes et des références sont disponibles et sont souvent personnalisables pour favoriser l'appropriation. De plus, des outils d'organisation dans le temps et dans l'ordonnancement des tâches sont proposés. Cela représente un soutien pour la motivation du candidat dans sa gestion au quotidien. Enfin, un feedback nous permet d'avoir des retours sur les contenus et les méthodes proposées dans un souci d'amélioration. En conclusion, accompagner le candidat VAE à mieux gérer son autonomie pour mieux réussir son parcours du combattant et la morale de cette histoire. Merci. Et on termine cette session par Éric Tanguy. Alors, pour faire comme tout le monde à l'époque du numérique, je vais sortir mon petit papier. L'idée, c'est de dématérialiser le nouveau CERFA de recevabilité VAE. Donc, je ne sais pas ceux qui font de la VAE si vous avez forcément vu ce nouveau CERFA qui est sorti il y a quelques mois, qui ressemble à une usine à gaz formulaire. L'idée est de le dématérialiser complètement et d'en faire d'un formulaire complètement remplissable en ligne par l'usager et avec une instruction faite par nos services en ligne aussi. Ce projet s'appuie sur une start-up d'État qui est Démarche Simplifiée et on conduit ce projet en collaboration avec la DGCIP et la DGEFP. L'idée est d'avoir quelque chose qui va s'interfacer in fine avec les systèmes d'information qui sont derrière, par l'intermédiaire d'une web API. Reposant sur démarche simplifiée, c'est quelque chose qui a déjà un certain nombre de jalons opérationnels. Ça gère le silence vaut acceptation. Les déclarations CNIL derrière sont automatiques, donc on s'appuie sur quelque chose qui a la fiabilité d'une start-up d'État pour la mettre au service de nos établissements. L'idée qu'il y a derrière aussi, c'est de travailler en mode collaboratif, c'est-à-dire que ce qu'on va développer à l'Université de Nantes en collaboration avec la DGCIP et la DGEFP sera réutilisable par d'autres établissements, c'est-à-dire qu'on n'impose pas, on ne fait pas un outil qui sera pour tout le monde, on fait un outil que chacun va pouvoir se réapproprier et réadapter à sa spécificité s'il le souhaite, sachant qu'on a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas modifier puisque le modèle de formulaire est défini par le cadre réglementaire, on ne peut pas tout modifier. Mais on peut adapter, on pourra adapter l'outil à chaque établissement en fonction de vos besoins. Voilà. Merci. Donc, si vous souhaitez approfondir ces questions, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'atelier 1 qui sera l'accompagnement numérique de la VAE. Maintenant, on passe aux 2 pitchs liés à l'atelier 2 qui sera de la connaissance à la compétence. Donc, j'invite l'Université de Toulouse à me rejoindre. « 180 secondes. » Ok, donc il s'agit du projet vers les blocs de compétences. Donc en fait, ce projet a été mené dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et formation tout au long de la vie. Et c'est un projet collaboratif entre les différents établissements du site toulousain. Et il vise à renforcer la visibilité, l'accessibilité de l'offre de formation auprès des employeurs, mais également des salariés. Alors, la stratégie que nous avons déployée consiste à déployer justement l'approche bloc de compétences. Il s'agit de traduire les formations en blocs. En fait, ils sont construits comme des ensembles homogènes et cohérents de compétences et on les définit
à partir des activités professionnelles liées aux métiers ciblés par les formations. Donc c'est ça vraiment le cœur du projet. Et l'objectif de cette évolution, eh bien, il s'agit de favoriser l'accessibilité à la formation, alors par différents moyens, en combinant l'approche qualifiante et l'approche certifiante, en validant les acquis, on vient d'en parler, également en mobilisant des dispositifs pédagogiques à distance, c'était surtout l'objet des discussions de ce matin, et enfin également en adaptant les rythmes de formation, regrouper des séances présentielles, mais sur un temps précis pour ces blocs de compétences. Alors, cette stratégie ne peut pas être développée toute seule au niveau de l'université, il faut qu'elle soit co-construite, et pour cela, c'est important de partager cette approche avec nos partenaires du monde socio-économique, mais également de s'appuyer, grâce à leurs compétences, sur l'analyse des besoins. Et donc, pour mettre ça en place, l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, l'Université fédérale de Toulouse, expérimente la mise en œuvre des conseils de perfectionnement sectoriels. En fait, ce sont des conseils qui vont associer à la fois universitaires, mais surtout des partenaires du monde socio-économique institutionnel. Des représentants du MEDEF, CPME, de l'organisation syndicale, de la région, etc. Donc en fait, ces conseils, ce sont pour nous des lieux de dialogue et d'expertise où les branches, par exemple, vont pouvoir nous faire remonter des informations d'horizons divers. Et à partir de là, ça va nous accompagner dans la co-construction de notre offre de formation. Et du coup, ça va nous permettre d'améliorer l'adéquation formation-emploi au sein de nos universités. Alors, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. Les résultats obtenus sur ce projet, dans un premier temps, on a pu valider notre cartographie des formations dans le secteur du numérique. Alors, pour ça, on s'est appuyé sur un outil de croisement diplôme, compétences et métiers. Donc aujourd'hui, un document Excel, mais l'idée aussi, c'est peut-être d'avoir un outil numérique un peu plus adapté à l'avenir. L'autre partie, on a travaillé suite au premier conseil de perfectionnement, on a pu identifier des besoins, et à partir de ces besoins, on a pu identifier des formations qui répondaient à ces besoins et transformer ces formations en blocs de compétences. Donc on a fait ça sur 7 formations. Et on a également travaillé sur l'accessibilité de la formation dans le cadre de la FTLV. Comment on peut, au niveau des rythmes, au niveau des dispositifs à distance, améliorer cette accessibilité. Donc, au final, au bout d'1 an et demi, ce projet a rempli ses objectifs. On peut, à partir de cette approche-là, renforcer le développement de la FTLV par une meilleure visibilité et accessibilité de notre offre de formation. Et donc, on compte bien entendu pas s'arrêter là. Toute cette approche va être réinvestie dans le cadre de la construction de l'évolution de l'offre de formation du site toulousain, puisque en 2020, je crois qu'on va devoir réfléchir à notre accréditation. Donc, on met tout en place. Pardon. On met tout en place pour faire ceci. Donc l'approche bloc de compétences va être déployée dans le cadre de cette prochaine accréditation. Et on est en train de réfléchir justement au déploiement de d'autres conseils de perfectionnement sectoriels pour d'autres secteurs. Merci. Voilà. Merci beaucoup. L'Université de Nanterre, par Emmanuel Lemoine. Bonjour, donc je vais vous présenter notre projet de développement de formation courte en lien avec l'Université Paris 8. Donc, intégrer la dimension formation tout au long de la vie, oui, vous l'avez bien mis, répondre aux impératifs qualité, renouveler notre offre de formation. Donc, il serait illusoire de penser que nos établissements peuvent embrasser toute cette nouveauté sans se transformer. Donc, pour donner vie à ce projet, nous avons dû, à Paris 8 et à Paris Nanterre, repenser nos manières de faire. D'abord avec les partenariats. Donc, pour répondre aux aspirations et aux besoins de formation tout au long de la vie, il est fondamental de renforcer nos antennes vers l'extérieur. Il s'agit de développer résolument les relations partenariales et de tisser le plus de liens possible avec le territoire. Ensuite, les projets. Donc, ils peuvent venir des partenaires, des enseignants, des appels d'offres, d'un travail de veille. Et le plus souvent, ils viennent de plusieurs sources à la fois, mais convergent tous vers la même idée. Nous faisons donc se rencontrer les besoins du territoire, nos compétences en formation et en recherche,
et le contexte économique et réglementaire. Et donc voici les grandes étapes d'un dialogue entre la formation continue, les équipes pédagogiques et nos partenaires. Et au sein de notre méthodologie, nous avons à chaque fois, à chaque étape, un livrable clair. Donc partant d'une idée, nous la développons à travers une note d'intention. Ensuite, nous nous assurons à travers une note d'opportunité que nous étudions donc la concurrence, les acteurs, les métiers, les tendances d'évolution. Nous vérifions l'existence d'un référentiel de compétences et de certification et nous imaginons bien sûr des modèles de financement. Puis nous accompagnons les enseignants pour produire et adapter leur formation et nous détaillons ensuite dans une note de mise en œuvre les rôles et les responsabilités de chacun, le seuil de rentabilité et le tarif avec une grille de coût complet, celle de la DGZIP. Nous planifions les sessions et nous préparons un plan de communication. Et à chaque fois, nous faisons valider notre projet par les différents niveaux de décision en utilisant une matrice qui prévoit, qui réalise, qui approuve, qui contribue, qui est informée et à chaque étape du projet. Donc cette méthode claire et jalonnée donc, guide la conduite du projet en lien avec les composantes internes, donc la Direction générale des services, les UFR, le SCIO, le service de formation à distance et le laboratoire de recherche en sciences de l'éducation avec qui nous travaillons étroitement à Paris-Nanterre. Et enfin l'offre, donc nous essayons donc d'appréhender notre activité comme un tout. Nous la présentons à l'extérieur comme une offre intégrée, donc avec encore différentes étapes, puisqu'il s'agit de communiquer, de commercialiser sur notre offre, d'accueillir et d'informer le public, qui sont deux fonctions qui ne sont vraiment pas à négliger. Donc nous proposons un conseil personnalisé et adapté, nous orientons vers le bon dispositif et nous essayons de reconnaître les compétences de quelque manière que ce soit, donc par la VAP, la VAE, le bilan de compétences, nous formons les apprenants. Et enfin, nous mesurons la satisfaction et l'orientation, donc on essaye de boucler la boucle en quelque sorte, en fidélisant nos apprenants. Donc voici la vision de notre métier qui est centrée sur les compétences et en résumé, un mode de travail en collaboratif qui est basé autour de 3 axes, donc les partenariats, les projets, l'offre. Donc ce projet est encore nouveau, nous vous donnons rendez-vous dans quelques années pour en faire le bilan. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, ces 2 projets seront approfondis pendant l'atelier numéro 2. Donc, le dernier atelier portera sur le décloisonnement des gouvernances. Donc, j'appelle Anne Bonnefoy pour le CNAM. J'en profite pendant qu'elle nous rejoint pour dire que toutes ces actions de décloisonnement qui sont très intéressantes, au moment où les porteurs d'actions le jugent opportun, je vous rappelle qu'il y a une possibilité de valorisation qui est le portail supnumérique.gouv.fr. Et dans ce cas-là, vous prenez contact avec Anne Rigopulo qui est dans l'amphi aujourd'hui pour prévoir une publication sur le portail. Il est fait pour ça. Bonjour, donc moi je me suis absolument pas entraînée parce que c'était pas à moi de présenter, mais à ma collègue qui m'a fait le coup de la migraine ce matin. Donc je dis ça, je dis rien. Donc du coup, j'ai compris que 180 secondes c'était 3 minutes. Donc je viens d'en perdre quelques secondes pour vous raconter un truc qui n'avait aucun intérêt en fait. Bon bref. Donc nous, on doit faire un témoignage sur notre projet Ami numérique qui s'appelle donc l'e-portfolio et on a inventé un nouveau concept, c'est l'IPTLV, c'est-à-dire l'e-portfolio tout au long de la vie. Voilà. Alors, il est sur le sujet du décloisonnement parce qu'effectivement, dès la genèse de ce projet, nous avons travaillé à un portage bicéphale service du numérique et service que je dirige donc sur l'AIOIP, c'est-à-dire l'accueil, l'information, l'orientation et l'approche compétences. Ce portage bicéphale nous a permis d'avoir un regard croisé sur la problématique de l'approche de la compétence à travers un outil numérique. De toute façon, la FTLV ne peut exister que par le décloisonnement et l'e-portfolio est un exemple concret des modalités de décloisonnement pour avoir un outil qui mêle à la fois
un outil pratique qui s'appelle Karuta en l'occurrence pour le CNAM, qui est un outil canadien, et une démarche réflexive. Donc 6 points. Le e-parcours est un outil qui est donc fondé sur une dynamique réflexive et une dynamique d'usage, donc double dynamique. Deuxième point, il est porté donc par la Direction nationale du numérique et la Direction nationale des formations et le pôle dont je m'occupe, qui est le pôle connaissance et accompagnement des publics au CNAM. Troisième point, il s'inscrit dans une logique de prise en charge par l'apprenant de ses choix tout au long de la vie. Quatrième point, il est inspiré de la démarche du récit de vie qu'on utilise beaucoup, nous, au CNAM. Le e-parcours permet à l'apprenant d'analyser ses expériences passées et présentes et de réfléchir à son futur. 3 points, en fait. Passé, présent, futur. Comment réfléchir sur son passé, mettre en exergue ses compétences pour pouvoir se projeter vers le futur, tout en suivant une formation, évidemment, au présent, au CNAM. Je crois que je suis au 5e point. L'outil permettra la mise en lien des compétences acquises par les expériences personnelles et professionnelles, par les formations proposées avec les métiers visés. Et 6e et dernier point, le clé de la réussite de son utilisation, parce que je vois déjà dans la salle des gens qui disent ça fait 15 000 ans qu'on réfléchit à la mise en place d'un portfolio, d'un PEC, ça n'a jamais marché. Je ne sais pas pourquoi ça marcherait mieux. Bon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. En tout cas, nous, on considère que une des clés de la réussite, parce que loin de moi l'idée d'avoir la science infuse, c'est qu'il va reposer en fait sur tous les acteurs qui sont en lien avec les apprenants, qui seront au minimum sensibilisés parce qu'on ne forme pas des enseignants, vous le savez bien, on les sensibilise. Par contre, on va former tous les acteurs de l'AIOAIP, tous ceux qui vont être en lien à un moment donné dans leur parcours. Parce que là, la notion de parcours est très importante, c'est-à-dire que l'auditeur, il va arriver au CNAM, il va se retrouver face à des gens qui seront en capacité de lui parler de l'e-portfolio et de l'utiliser dans le cadre de sa fonction, l'accueil, etc., jusqu'à sa sortie, puisque l'e-portfolio sera aussi un outil d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Je vous remercie, je fais un atelier, si vous êtes intéressés, vous pouvez venir. Hein, on en aura plus. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc on va enchaîner avec Valérie Bénard pour Paris 8. C'est pas très utile. Bonjour, donc Valérie Bénard, je suis directrice de la formation à Paris 8 et je vais vous expliquer la création d'une direction formation au sein de cette université. Donc l'origine du projet, en 2015, il y a eu un projet de réorganisation lié aux activités de la scolarité, de la formation et à la vie étudiante qui a été initié par la Direction générale des services de l'université avec 3 objectifs prioritaires. Tout d'abord, répondre aux attentes du contrat d'établissement en matière d'accueil, d'accompagnement des étudiants et de pilotage de l'offre de formation. Ensuite, il s'agissait de développer des outils, des méthodes et des modèles nécessaires à la mise en place d'une démarche qualité continue. Et enfin, d'améliorer la réussite de tous les publics accueillis par une meilleure structuration des services et une meilleure cohérence de l'offre de formation. Donc la réorganisation visait à faire évoluer progressivement la direction des études et de la vie universitaire en 3 directions métiers, direction scolarité, direction de la vie étudiante et enfin la direction formation dont je suis la directrice depuis 2017. Donc cette direction elle a été mise en place en 2016 suite au regroupement de 3 services qui existaient déjà à l'université Paris 8. Le service de la formation permanente qui s'occupait de la formation continue à l'université, le service de l'offre de formation, qui gérait les diplômes en formation initiale, et le service informatique pour tous, qui était plus ou moins positionné comme un service numérique d'appui aux enseignants. Donc cette direction qui a été créée, c'est une vraie direction FTLV, dont le périmètre d'action rassemble formation continue, formation initiale. Elle a donc vocation à développer l'offre de formation de l'établissement pour l'ensemble des publics. Donc les étudiants en formation initiale, les adultes en reprise d'études et les alternants. L'objectif de la direction formation est double. D'un côté, on contribue à la définition puis à la mise en œuvre de la stratégie formation, quel que soit le dispositif, FI, FC, alternance, VAE, le type de diplôme, diplômes nationaux, diplômes universitaires, certificats, ou les modalités pédagogiques, donc aussi bien pour le présentiel, l'hybride ou la formation à distance.
Et le deuxième objectif, c'était de décloisonner la formation initiale et la formation continue dans une logique FTLV, c'est-à-dire infuser les pratiques de la formation continue dans l'offre de formation initiale afin de l'enrichir et assurer une cohérence globale de l'offre de formation en créant des synergies entre l'ensemble des dispositifs. Donc cette direction formation comprend une quarantaine de personnes et elle est organisée en 4 grands pôles. Il y a un pôle pilotage et observatoire étudiant qui comprend 3 personnes, des ingénieurs, statisticiens. Un pôle administration et gestion financière des formations qui comprend 12 personnes, donc tout ce qui est gestion financière de la formation continue, etc. Les gestionnaires sont tous là. Un pôle appui à l'ingénierie de formation qui comprend 15 personnes, avec d'un côté l'ingénierie de formation traditionnelle et de l'autre côté le bureau d'appui à la pédagogie numérique qui comprend un volet numérique. Et un pôle communication et valorisation des formations qui comprend 6 personnes. Alors, cette direction formation, elle est sollicitée par l'ensemble de la communauté universitaire pour toute question relative à la formation. Elle constitue donc un guichet unique pour les différents acteurs de l'établissement, aussi bien l'équipe présidentielle, la direction générale, les composantes, les services centraux, en vue d'améliorer le pilotage de l'offre de formation et dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique formation de l'établissement. Ce positionnement stratégique, assez innovant dans le monde universitaire, a nécessité de faire face à un certain nombre de résistances et de proposer un nouveau mode de fonctionnement. Donc il y a eu un rapprochement de services qui ne travaillaient pas ensemble. Ça n'a pas été simple, mais on a créé des groupes interservices pour leur apprendre à travailler ensemble. Il a fallu accompagner la conduite du changement pour faire évoluer les ingénieurs, qui étaient essentiellement des ingénieurs en formation continue, vers la spécificité de la formation initiale, via des formations métiers, beaucoup. Ensuite, il y a eu un positionnement politique, un portage politique et un positionnement auprès des composantes comme experts en ingénierie de formation. Ça ne s'était pas gagné. En participant, entre autres, au conseil de perfectionnement. Donc, on est très, très présent dans les conseils de perfectionnement pour pouvoir donner des indicateurs, des statistiques, etc. Et enfin, il y a eu un travail aussi très, très important sur les procédures financières et administratives avec l'aide de la direction des affaires financières et du budget. Et on est bien sûr en étroite collaboration avec le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire pour la préparation des conseils, donc la CFVU. On est en totale adéquation avec le VP-CFVU pour préparer tous les conseils et pour répondre aux différents appels à projets comme les PIA, la NCU, etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous avons rattrapé un quart d'heure de retard, donc ce qui est très très bien. Bravo. Merci, bravo, grâce à vous. Donc, nous allons... Alors, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits aux ateliers, vous pouvez le faire en sortant de l'amphi où vous avez 3 panneaux. Sinon, on va aller déjeuner au Crous. Alors, pour cet après-midi, donc les ateliers ne vont pas nous retrouverons ici lors de la restitution des ateliers. Nous allons déjeuner au Crous, donc il y aura des personnes, ne vous inquiétez pas. Vous allez monter tout en haut de la butte, il y a marqué Crous, il y a du fléchage, et on va déjeuner là-bas. Les ateliers auront lieu juste à côté de ce bâtiment, qui est le bâtiment Germain. Donc ça sera au premier étage du bâtiment. Donc toutes les salles se situent au premier étage du bâtiment et nous indiquerons sur chaque salle, bien sûr, l'atelier dans lequel vous êtes inscrit. Donc les ateliers auront lieu de 14h à 16h. Une pause, retour ici à 16h20 pour une restitution des ateliers, une clôture. Pour ceux qui se sont inscrits à la visite guidée de la BU de Versailles, rendez-vous à 13h30 devant la BU, qui se situe à gauche en sortant du bâtiment Fermat. Voilà, bon appétit, à tout à l'heure. Merci.